Jean-Pierre parlait presque d'un fantasme. Est-ce qu'il y a un plaisir à mettre en scène une grande catastrophe, une invasion, une guerre, et parfois peut-être un plaisir presque enfantin ou pas? Oui, totalement. C'est comme de construire patiemment un train électrique ou installer pendant une après-midi des dizaines de mini-soldats pour la bataille de Waterloo. Et puis après, moi je faisais ça quand j'étais gamin, c'était mon grand kiff. Donc oui, c'est jubilatoire. Et puis ce qui est marrant et intéressant, c'est que c'est un peu une sorte de retour rapide, comme on pourrait faire avec une VHS ou un DVD. C'est-à-dire qu'on a à la fois d'un point de vue humain, l'homme moderne va régresser très vite au médiéval, puis au sauvage, parce qu'il va bien falloir survivre, bouffer, sauver sa peau. Et la société, c'est pareil. On parle d'une société moderne, et en très peu de temps, on voit les institutions qui s'écroulent comme un château de cartes, et la loi du plus fort à nouveau rejaillit, mais le tout avec des vestiges de modernité, donc ça donne un décor très, très poétique. C'est ça aussi que j'aime bien dans les films de zombies, par exemple, qui sont des films de catastrophe, ou les films de contagion. C'est plus que de voir des zombies prendre des balles dans la tête avec la cervelle qui explose. C'est rigolo 5 minutes. Mais c'est intéressant de voir comment le corps social réagit, essaye comme un système immunitaire de se prémunir contre le danger, puis finalement s'écroule, s'effondre en accéléré. Il y a ça dans le remake du Romero qui se passe dans un supermarché, Dawn of the Dead. C'est l'Armée des Morts, je crois, le remake des années 2000 par Zack Snyder. Je crois que c'est Zombie, tout simplement. C'est Zombie, je sais plus. Le Romero, oui, c'était Zombie. Ouais. Et dans l'Armée des Morts, on démarre dans une banlieue, dans une chambre, avec une petite fille qui essaye de bouffer ses parents, je crois. Puis la caméra sort du pavillon et on voit déjà la banlieue pavillonnaire qui commence à s'enflammer. Il y a des accidents de voiture, des gens qui sortent en courant. Puis c'est un plan séquence, la caméra s'éloigne, et puis ça prend du champ et on voit la ville aussi avec des champignons de fumée. On comprend que la société est en train de partir en vrille. Et voilà. Moi j'aime bien ce genre de récit, j'aime bien les Ravages, les Malville, les Jérémia d'Herman, où il y a un côté western. Voilà, on passe de la société contemporaine au western, à l'ouest sauvage. Et j'aime bien ce télescopage entre le moderne, le contemporain et le primal. C'est 5 jours. Hein. Non mais il faut le dire aux gens, c'est 5 jours. 5 jours d'électricité en moins, et puis c'est fini, ça y est. Tout est, ah oui, il n'y a plus d'eau, les gens qui habitent dans les immeubles, l'eau, ça va être dur. Bon, les toilettes, n'en parlons pas, les congélateurs non plus, les ascenseurs, les congélateurs, enfin ça y est, 5 jours. Le seul qui survit, c'est toute la technologie, c'est le papy et la mamie qui ont toujours un puits, qui ont la cheminée pour se chauffer et qui ont le garde-manger avec les poules et les lapins. Donc en fait, voilà, 5 jours, on nettoie toute la partie technologique dans laquelle on vit. C'est surtout 5 jours sans Internet. Jean-Pierre Andrevon, vous avez écrit sur les zombies aussi. J'ai écrit sur les zombies aussi, mais c'était un horizon de cendre. Un horizon de cendre, oui, mais c'était plus une référence à tous les films que j'ai pu voir depuis 20 ans ou 30 ans sur les zombies, en essayant effectivement de le traiter à ma manière, à travers effectivement toujours un couple qui essaye de survivre. Un double couple, puisque le mari perd sa femme, il trouve une autre femme dans cette espèce de caserne protégée provisoirement dans lequel il s'est enfermé. Mais c'est plus effectivement un goût pour un récit sur le récit, quoi, un récit sur des récits que j'ai déjà vus, lus et entendus 1000 fois, alors que les zombies me passionnent pas vraiment, parce que c'est vrai, c'est des morts qui marchent et qui bouffent les autres, et puis c'est tout, quoi. Et je déteste, par exemple, faire porter aux zombies comme ça des habits sociologiques. Ce sont les autres, entre guillemets, ce sont les déshérités. Les zombies, c'est une métaphore de l'étranger. Je trouve ça complètement stupide, quoi. Les zombies, c'est des types qui veulent vous bouffer, point barre. Même, j'aimerais revenir sur cette histoire de catastrophe, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup depuis que je suis là. Depuis, ça fait moins de 3, 4e débat qui rôde sur l'écologie, sur la fin du monde, sur la catastrophe, ce qui n'est pas innocent. C'est parce qu'on y pense quand même, c'est qu'on sait que quelque part, elle est suspendue au-dessus de nos têtes. Et pourquoi nous? Parce qu'on est quand même des écrivains, on écrit des histoires de fiction, on n'est pas là pour vous faire une leçon écologique
pourquoi on écrit là-dessus, c'est parce que d'une part ça nous fait peur, puis d'autre part ça nous fait plaisir, bien sûr. L'histoire du retour à une espèce, non pas de la sauvagerie, mais un médiévalisme, le western. Qui n'a pas eu envie d'être un cow-boy, d'être Blueberry, de parcourir les plaines de l'Ouest à cheval, de faire régner la loi avec son 6 coups, de s'abreuver à l'eau du puits, de chasser le bison, etc. Et tout ça dans la Beauce. Et voilà. Et donc on le craint, effectivement, on le craint, mais on en a envie. Si ça nous arrivait, je ne sais pas ce qui se passerait, on serait terrifié, transi de peur, caché dans un trou, guettant le retour de l'électricité. Donc c'est la richesse, je crois, et l'envie qu'on a, c'est justement cette ambivalence, quoi. On est un héros, on est un traître, on en a peur, on en a envie. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On est des écrivains, donc voilà. On écrit et puis on balance nos peurs, nos fantasmes à vous qui nous écoutez, qui écrivez peut-être certains d'entre vous. Et puis voilà, quoi. Mais c'est, encore une fois, c'est pas innocent parce que on l'a au-dessus de la tête, tout ça. T'es assez d'accord, Vincent? Moyennement par rapport à ces idées de régression. En fait, on parle de faire table rase sur une partie de ce qu'on connaît, et on s'imagine que si on n'avait plus l'électricité ou l'eau, on reviendrait à un monde antérieur, au Moyen-Âge, ou à l'Antiquité. Mais en fait, moi, j'ai pas du tout l'impression. Je vois pas comment, en 3 ans de manque d'électricité, on se mettrait à construire des châteaux, des cathédrales, et puis à écrire des sommes théologiques. On n'a pas dit ça. Non, mais on a beaucoup d'images du Moyen-Âge ou des époques antérieures, et l'impression que si on retirait à notre époque la technologie, on retournerait à ces époques antérieures. Et je crois qu'en fait, ces fantasmes de catastrophe, ces fantasmes d'annihilation, de disparition ou de changement, ils visent à mettre en relief ce qui nous constitue, ce qui constitue notre société, ce vers quoi on va, où on croit aller. Et en fait, en s'enracinant dans l'histoire, moi je vois une espèce de métaphore en creux, on essaie de comprendre nous, où on va. Quand moi, j'aime bien prendre cet exemple parce que j'aime beaucoup l'histoire antique. Quand moi je regarde des ruines romaines ou d'anciennes civilisations, j'essaie de me mettre à la place. Je vois un monde disparu, je vois un monde qui n'a pas forcément disparu sous une catastrophe, qui n'a pas forcément été balayé par un déluge, mais qui a été détruite par le temps qui passe, simplement, par les sociétés successives, par les changements de culture. Et le temps qui passe, c'est ça le grand dévoreur, à mon sens. Et si j'ai envie de me projeter dans le futur, dans un monde post-apocalyptique, par exemple, c'est parce que j'occupe cette position privilégiée où je pourrais contempler les ruines d'aujourd'hui, dans 2000 ans, ou dans 500 ans, peu importe. Et c'est ce vertige du temps, cette espèce d'horizon où on peut s'imaginer, se mettre en parallèle, essayer de comprendre quelque chose, moi qui m'intéresse. Et pas nécessairement un fantasme de revivre un genre médiéval ou cow-boy, même si ça peut être ludique, mais on se fait aussi des images de ce que peut être vraiment l'histoire. Et ce qui m'intéresserait, c'est de voir questionner vraiment. Des contraintes journalières qui sont se nourrir, de boire de l'eau qui n'est pas polluée, t'habiller au bout d'un moment, donc comme il n'y a plus personne qui fait les jeans en Chine, il va falloir que tu élèves vite fait des moutons et que tu te mettes à tricoter pour te refaire un gilet. Enfin, il y a des contraintes qui fait que on a l'impression qu'on ramène ça au Moyen-Âge, mais c'est des contraintes tout à fait qui pourraient être d'aujourd'hui, mais qui sont automatiques, quoi. Donc il faut enlever toute cette part que l'on pense médiévale, mais qui sont simplement la réalité de vie des gens qui vivraient sans électricité au bout d'un moment, quoi. Oui, il y en a encore sur Terre qui vivent sans électricité. En fait, 1 milliard de personnes. ouais, c'est... mais de nouveau, sur 5 ans peut-être, mais si c'est une société qui durait comme ça sur un siècle, qui devait vivre sur les ruines de notre monde, qui d'abord pillerait les supermarchés, après réapprendrait à faire de l'agriculture dans les parcs publics, ça serait même pas du tout un retour en arrière, puisqu'on a, même si il y a une personne sur 10 qui survit, les connaissances, elles sont acquises, on les a. Donc qu'est-ce qui subsisterait de ces connaissances? Qu'est-ce qui disparaîtrait? Dans tous les cas, ce qui m'intéresse, c'est de voir vers quoi ça va et comment la société, rapidement, sous le coup d'une révolution ou lentement, sous le coup d'évolutions successives, se transforme, crée d'autres normes, crée des nouvelles façons, de nouveaux rapports au monde, une nouvelle culture, une nouvelle civilisation en somme. Et ça, je trouve vraiment fascinant, parce que ça révèle ce que nous, on a, nos propres excès, nos propres manques. Et mais t'as pas besoin à ce moment-là de démarrer ton roman avec une histoire apocalyptique. Ça peut être une nouvelle voie que l'on va trouver parce qu'on est trop nombreux, comme j'avais dit à Jean-Pierre, il fallait trouver autre chose. Non, mais je crois qu'en fait, c'est un faux problème. Où il y a des gens, où il n'y en a pas. Où on meurt, ou on ne meurt pas. Si on ne meurt pas,
la société continue. Tu parles de la société romaine, elle était très semblable à la nôtre. Il y avait des puissants, comme chez nous. Il y avait des esclaves, c'était correspond aux pauvres ouvriers qui ne gagnent même pas le SMIC aujourd'hui. Il y avait des jeux de combat de gladiateurs, c'est Koh-Lanta, ce que vous voulez aujourd'hui. La société était très semblable, hein, il ne faut pas croire. Il y avait plein de gens au RMI. L'Empire romain ne s'est pas effondré, c'est une idée reçue. L'Empire romain a continué, quoi. Et l'électricité, qu'est-ce qu'on peut faire l'électricité avec les moulins à eau, avec les moulins à air, qu'on appelle les éoliennes, je veux dire, on continue, il y a très peu de changements en fait, ils sont très superficiels nos changements. Le vrai changement, c'est encore une fois, on meurt ou on survit. L'être humain est le même, on a toujours une nature humaine, mais je crois au contraire que ça n'a rien à voir. On peut voir des similitudes avec les Romains et nous, mais c'est des mondes différents, c'est des mondes qui n'ont rien à voir, c'est pas du tout la même expérience du monde culturellement, mais ça reste des êtres humains, ils vivent, ils meurent, ils pleurent, mais je trouve qu'il n'y a rien de commun entre ce qu'il y a pu y avoir, ce qu'il y a maintenant et ce qu'il y aura dans 2000 ans. Ça, je trouve fascinant. Ce qu'il y aura dans 2000 ans, on n'en sait rien, mais ce qu'il y a eu dans 2000 ans, je crois qu'on ne serait pas du tout dépaysés si on vivait sur l'Empire romain, moi je pense pas. Non, mais je disais pour rigoler. Il n'y aurait pas Internet, mais à part ça... Il y avait des gens à RMI à Rome, il y avait 150 000 personnes qui recevaient du blé gratuitement parce qu'ils n'avaient aucun moyen de subsistance. Et donc, de ce côté-là, on apportait énormément de blé d'Égypte, simplement pour nourrir et avoir la paix sociale, exactement comme aujourd'hui. Donc, le préfet de la Nonne était mal barré quand il y avait des mauvaises récoltes. Donc, il suffisait d'une année pour changer de gouvernement parce que... Exactement.